Serge Zaka, bonjour. Vous êtes agroclimatologue, docteur en sciences du climat. Vous êtes spécialiste des impacts du dérèglement climatique sur l'agriculture. Et avec beaucoup de pédagogie, je dois dire, vous partagez sur les réseaux sociaux vos recherches où vous êtes très présent pour sensibiliser aux enjeux de résilience alimentaire et aux solutions d'adaptation. Et donc, pendant cet entretien organisé par AgroSourcing, nous allons voir comment l'agriculture est à la fois victime, responsable du dérèglement climatique et surtout comment elle peut apporter des solutions. J'ai envie de vous poser une question toute simple, Serge. Le climat a toujours influencé les pratiques agricoles, mais aujourd'hui, quels sont les changements notables? Quelles sont les principales tendances que vous observez? Est-ce que c'est plutôt de la sécheresse, de l'inondation? Est-ce que c'est homogène sur le territoire, en Europe, dans le monde? Alors, on va faire simple, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui influencent l'agriculture en termes climatiques. Alors, on va commencer par les quatre principaux. Le principal n'est pas forcément celui qu'on pense. Souvent, on dit canicule ou sécheresse. En fait, le principal en France est le manque de froid. Le manque de froid, notamment en hiver, puisque le froid est nécessaire pour les agriculteurs, notamment les arboriculteurs, les viticulteurs ou parfois certains céréaliers pour accomplir ce qu'on appelle la vernalisation, les besoins en froid des végétaux pour pouvoir fleurir au printemps. En fait, le premier facteur est vraiment ce manque de froid. Souvent, on l'oublie. Donc, on le verra tout à l'heure, hein, mais il va par exemple ne plus permettre à certains arbres de pousser dans le sud-est, ouest de la France ou le sud-est. Ils vont plutôt remonter, travaillant sur l'aire de répartition des cultures. Donc, manque de froid, premier facteur. Deuxième facteur, c'est essentiellement les sécheresses. Les sécheresses progressent par le sud de la France, plus 11% de surface en sécheresse depuis 1959 du côté du Languedoc-Roussillon, plus 15% en Auvergne, plus 10% en Alsace. Par contre, sécheresse plutôt stable, voire en légère baisse en Bretagne, Pays de la Loire et puis sur les côtes de la Manche. Donc le facteur sécheresse progresse en France sur la majeure partie du territoire. C'est notamment dû à la baisse des précipitations en été, mais aussi à la hausse des températures qui augmente l'évaporation et la transpiration. Troisième facteur, c'est essentiellement la douceur hivernale, pardon, la chaleur estivale, les canicules. Donc les canicules, c'est l'excès de température durant, on va dire, l'été, et qui, à cause de ces températures-là, on peut avoir des pertes de fleurs. Donc, pour la tomate, pour la courgette, par exemple, au-dessus de 35 degrés, on peut avoir une forte probabilité de chute de fleurs. Ou, par exemple, pour l'olivier, au-dessus de 42, on peut avoir des brûlures. Pour la vigne, au-dessus de 40. Pour le maïs, au-dessus de 31 degrés, température optimale, on a une croissance qui diminue. À 35 degrés, on a des problèmes de reproduction, notamment pour les grains de maïs. Et puis, à 34 degrés, on a des problématiques pareilles pour le sorgho. Donc, suivant les espèces, on aura des problématiques de croissance ou de reproduction. Et le dernier point, et je m'arrêterai là, parce qu'après, il peut y en avoir beaucoup, c'est notamment la douceur printanière et le gel d'avril, parce qu'on a des végétaux qui sont de plus en plus en avance. On a gagné à peu près 20 jours sur les floraisons des cerisiers ou d'autres types d'arbres. Eh bien, le gel d'avril, lui, n'a perdu qu'une semaine. Donc, on a un risque de forte gelée sur fleurs début avril qui est beaucoup plus marqué dans un contexte de changement climatique à cause de l'avancée des floraisons. Donc, 4 facteurs principaux. Et après, on verra que pour chaque facteur, il y a des solutions qui permettent d'y faire face. Alors, j'ai entendu que vous parliez de sécheresse, mais notamment dans le Grand Ouest, on est quand même sujet à des grandes pluviométries, à des manques de luminosité, notamment depuis un an. Il y a eu quelques articles sur la Bretagne, notamment sur Rennes, où on a beaucoup d'eau. Comment vous expliquez cette diversité de climat qui n'existait, à mon avis, pas avant en France? Alors, on ne peut pas dire que la diversité des climats n'existait pas en France, parce qu'on a toujours les 4 saisons, hiver, printemps, été, Oui, automne. Par contre, elles sont plus accentuées. C'est les mêmes saisons, hein, mais elles sont d'accord. plus accentuées. Alors, avec le changement climatique, il est vrai, et ça vraiment j'insiste, parce que souvent on fait la confusion, il est vrai qu'on considère que le changement climatique est une sécheresse ou une canicule perpétuelle sur l'agriculture et qu'il causera des famines en France. Ce n'est pas le cas en réalité. On a effectivement un beau dégradé entre le nord et le sud de la France. Dans le sud de la France, on va avoir effectivement un temps qui va s'assécher.
donc moins de pluie en été. Ça, les modèles en sont presque sûrs. Et un petit peu moins de pluie en hiver, on a un peu d'incertitude là à ce sujet. Donc le sud de la France, là, il y a moins d'eau. Par contre, sur le nord de la France, là, c'est différent. Sur le nord de la France, on va avoir moins d'eau en été. Là, les modèles aussi sont assez performants sur ce sujet. Par contre, un petit peu plus d'incertitude, mais on aura plus d'eau en hiver. Donc une accentuation saisonnière des précipitations qui fait que les solutions agricoles dans le nord de la France, donc s'habituer à l'excès et au déficit d'eau, ne seront pas les mêmes que dans le sud de la France où là, il faut s'habituer au déficit d'eau. Donc des solutions agricoles, notamment par rapport au sol, à l'agriculture de conservation des sols, des solutions qui peuvent être appliquées dans le nord de la France par rapport à l'excès et au déficit d'eau, ne sont pas toujours valables dans le sud de la France, parce que là, il y aura beaucoup plus de déficit d'eau. Donc, il n'est pas faux, hein, il n'est pas en inadéquation avec le changement climatique d'observer plus d'eau à Rennes, sur la saison froide, en hiver notamment, par rapport à moins d'eau en été, une accentuation des saisons, donc des problématiques d'excès d'eau pendant les semis et de déficit d'eau pendant les périodes de croissance estivale. Il y a les deux en agriculture. De même pour le fourrage, des périodes d'excès d'eau et de bonne production de fourrage au printemps, mais de gros déficits en été à cause de cette accentuation saisonnière. Donc ne pas oublier, on ne retient que sécheresse et canicule, c'est 50% du problème, mais l'autre 50%, ce sont les excès d'eau. Et alors, comment ce dérèglement impacte l'agriculture? Quels sont les impacts, notamment sur les rendements? Et pour poser la question jusqu'au bout, quelles sont les cultures les plus menacées en France et en Europe aujourd'hui? Alors, la question est vaste, hein, ça dépendra des types de cultures, ça dépendra des régions, ça dépendra des sols, etc. Mais globalement, si je reprends mes 4 facteurs impactant l'agriculture, je commence par le quatrième que j'avais dit, c'était les gelées tardives. En fait, là, ça va s'accentuer avec le changement climatique. C'est pas à cause des gelées tardives, mais ça va plutôt concerner la floraison qui est de plus en plus précoce. Et cette floraison de plus en plus précoce, à partir du centre de la France jusqu'au nord de l'Europe, elle va encore devenir de plus en plus précoce. Et donc, du coup, les risques de gel augmentent. C'est plus 60% pour chiffrer. Je vais essayer de tout chiffrer, hein. Plus 60% de risque de gel en avril sur l'arboriculture. Ça, c'était pour l'arboriculture. Pas forcément les céréales, pas forcément les cultures d'été, mais vraiment l'arboriculture. Deuxième impact, les sécheresses. Les sécheresses, on l'avait vu, donc une progression des sécheresses en France. Là, c'est un effet continu. Le gel, c'est un effet ponctuel violent. Les sécheresses, c'est un effet continu. Donc, on a un assèchement de nos sols. Et là, c'est notamment valable pour les cultures d'été. Maïs, pommes de terre, betteraves, sorgho, futur le pois chiche, le tournesol, le fourrage aussi en été, etc., etc., etc. Mais c'est moins valable pour le blé d'hiver, le colza d'hiver, l'orge d'hiver qui sont récoltés avant au début de l'été, donc qui évite une partie des sécheresses. Donc pour ces cultures d'été, on pourrait avoir des pertes de rendement suivant les régions de France. Pour le maïs, par exemple, on va avoir des diminutions de rendement à peu près de l'ordre de moins 20, moins 30, moins 40% dans le sud. Mais au début, on aura une hausse des rendements dans le nord, puis une diminution plus tard dans le siècle. Donc voilà pour le maïs. Pour la betterave, on s'attend à avoir de 0 à moins 10% de rendement. La betterave étant située dans l'extrême nord, un petit peu plus à l'abri que la partie sud de la France. La pomme de terre, on s'attend à avoir pareil de 0 à moins 20% de rendement. Moins 20%, c'était plutôt sur la partie centrale, jusqu'à moins 30% sur le Rhône-Alpes. Il y a quelques cultures de pommes de terre en Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est très chiffré, c'est très étudié. Par contre, plus au nord de la France, on s'attend à avoir des hausses de rendement. Puisque du coup, les étés étant plus chauds, c'est mieux pour la croissance de certains végétaux, mais aussi il y a toujours présence d'eau dans les sols, en tout cas la sécheresse est moins présente, donc on aura des hausses de rendement. On a cette belle distinction entre le nord de l'Europe qui aura des hausses de rendement, notamment pour les cultures d'hiver, et le sud de l'Europe qui en aura des diminutions. Et si je dois donner des impacts maintenant sur le fourrage et puis sur la production laitière, sur le fourrage, on a une augmentation d'à peu près 20% des fourrages au printemps.
parce qu'il fera humide, doux, et il y aura plus de CO2 pour la croissance des végétaux. Par contre, on a une diminution de 20% en été. Donc, il faudra essayer de compenser. On viendra sur les solutions, mais il faudra essayer de compenser cet excès, ce déficit. Et pour les animaux d'élevage, et je terminerai par ça, notamment les vaches laitières, c'est assez chiffré, j'ai bossé dessus. Hein. On a à peu près, d'ici 2060-2070, donc assez tard, on a des pertes de rendement qui pourraient aller jusqu'à moins 5% en Normandie de production de lait en été et jusqu'à moins 25 à moins 27% dans le sud-est de la France, ce qui là est plus conséquent et pose des questions sur la pérennité de la production de lait dans les plaines agricoles du sud de la France. Alors justement, vous parlez de pérennité. Vous avez dit qu'au sud, on allait perdre en rendement, au nord, on allait un peu gagner. Est-ce qu'au final, c'est une baisse globale? Est-ce qu'on va perdre une part de notre autonomie alimentaire? Mais peut-être qu'aujourd'hui, on n'est déjà pas autonome d'un point de vue alimentaire. Est-ce que ça va changer les grands équilibres d'alimentation en Europe? Alors, on est de moins en moins autonome par rapport aux importations. On importe de plus en plus en réalité en France, et notamment les fruits et légumes. J'y reviendrai. Sur les céréales, je pense qu'on est encore à peu près bon. La pomme de terre également, peut-être la betterave. Mais sur les fruits et légumes, il y a peut-être une urgence aussi économique et sociale à réfléchir en même temps que le changement climatique. Alors, en termes global, c'est plutôt les cultures d'été qui vont perdre du rendement. Le maïs, c'est à peu près moins 20% de moyenne au niveau français. Par contre, le blé, on pourrait avoir des hausses jusqu'à plus 5% sur les côtes de la Manche, la Picardie et la partie nord de Chartres, donc des zones où il y a déjà beaucoup de blé. Donc, on pourrait avoir un rendement global qui resterait stable ou en légère baisse, puisque les principales zones de production se situent en nord et ayant des hausses de rendement. Donc ça dépendra des cultures. On ne peut pas généraliser. Je n'ai pas étudié toutes les cultures, mais les cultures d'été seront plus impactées que les cultures d'hiver. Par contre, et là j'insiste dessus, sur les fruits et légumes. Sur les fruits et légumes, on a beaucoup plus d'impact positif que négatif. Notamment les légumes, ce que j'appelle les légumes à potage. Le chou-fleur, le poireau, la salade, le chou, la carotte, l'épinard, le brocoli, le chou de Bruxelles. Enfin, moi, j'appelle ça les légumes à potage. Bon, j'habite dans le sud de la France, donc c'est les légumes du nord-ouest, généralement verts ou blancs. Eh bien, ces légumes-là vont être favorisés en hiver. Il va faire plus doux en hiver, donc la saison de culture, la vitesse de croissance va être favorisée, notamment si on est en serre. Bien sûr, j'ai une préférence pour les serres non chauffées, étant agroclimatologue et évitant les émissions de gaz à effet de serre, mais pour les serres, ça pourrait être positif, et même pour l'extérieur. Ça, c'est pour légumes potages. Après, il y a les légumes du soleil, les légumes de la ratatouille. Donc là, j'appelle ça les légumes du soleil, c'est plutôt la tomate, la courgette, l'oignon, etc., etc. Vous les connaissez, vous saurez les définir. Donc là, c'est plutôt des légumes colorés. Eh bien, on va avoir un potentiel qui va légèrement décroître au sud de la Garonne et au sud de Lyon. Par contre, il va prendre énormément d'intérêt au nord de la Garonne, voire le nord de la Loire. Donc, on pourrait avoir les tomates de Vendée dans l'avenir. Pourquoi pas avoir les aubergines de Chartres? En fait, il faut essayer de coupler le positif de ce changement climatique, parce que là, on a des difficultés économiques par rapport aux fruits et légumes, on les importe de plus en plus. Mais il va falloir que dans l'avenir, on voit ce positif pour refaire revenir ne pas faire venir nos légumes de l'étranger, mais les produire sur place. Et ça, on en a vraiment un très, très beau potentiel. Donc là, j'ai parlé des légumes, hein, des annuels. Après, au niveau des fruits, c'est pareil. On a notamment alors beaucoup de déplacements d'arbres potentiels. C'est peut-être le plus urgent actuellement. On va perdre la production de tout ce qui est arbres tempérés qui ont besoin de plus de 800 heures de froid pour fleurir. Cerisier, Napoléon Bigaro, par exemple, la pomme golden, des trucs qui résonnent beaucoup parce que c'est les plus grosses productions qu'on a en France. Bah, ces arbres-là ne seront plus forcément adaptés parce que la floraison n'aura plus lieu à cause d'un manque de froid. On n'atteindra plus les froids nécessaires pour fleurir. Si on ne les atteint plus, il faut les délocaliser vers le nord-est de la France. Donc en général, les cultures du sud-est et sud-ouest
délocalise vers le nord-est, puisque le froid sera suffisant en hiver. On aura de moins en moins de gelées intenses qui feront mourir notamment les arbres pendant la dormance hivernale. Attention aux gelées tardives cependant en avril, etc. Donc un décalage. Par contre, c'est les arbres du sud de l'Europe, le mûrier, le kaki, les cerises qui ont besoin de moins d'heures de froid. Donc on a Burla par exemple qui a moins d'heures de froid que Bigaro, Napoléon, etc. Donc elle remonte de l'Espagne vers la France, l'abricot Colorado, l'abricot rouge du Roussillon, elle remonte vers le sud de la France. Donc là, la production pourrait rester intéressante. Donc pour les fruits et légumes, on a du gros potentiel dans l'avenir. Il faut juste bien placer les variétés au bon endroit. Donc il n'y a absolument pas que du négatif dans le changement climatique. Alors, c'est intéressant, vous instaurez de la complexité et je trouve ça passionnant et moi, ça me plaît ce discours, mais il y a quand même beaucoup de discours alarmistes qui nous disent qu'on va perdre en autonomie alimentaire, en capacité de nourrir toute la population. Si je comprends bien, c'est un peu plus complexe que ça et on n'a pas raison de s'alarmer à ce point. Alors, ça dépend du niveau où on prend. Au niveau mondial, si je prends le niveau mondial, puis je descendrai au niveau de la France après. Au niveau mondial, on produit suffisamment de calories pour nourrir toute la planète. Là, c'est plus un problème de redistribution de richesses à l'échelle des pays du Nord et des pays du Sud, pour faire simple. Par exemple, on mange trop en Amérique ou en Europe et on ne mange pas suffisamment en Afrique. Je fais un peu cliché pour simplifier, mais on produit suffisamment de calories à l'échelle mondiale pour se nourrir correctement. Voilà. C'est pas un problème pour moi, c'est pas un problème de production, c'est un problème de redistribution. À l'échelle française. Donc à l'échelle française, souvent on dit que le changement climatique va apporter une désertification, qu'on va dépendre de l'étranger, etc. Ça dépend de comment on prend le problème. C'est-à-dire que si on a un politique ou des politiques qui jusqu'en 2050 ne changent rien à l'agriculture, n'adaptent pas l'agriculture, ne proposent pas, par exemple, des aides à l'agriculture de conservation des sols, de la modification des paysages pour faire face au changement climatique, ne proposent pas des aides pour évoluer les filières agricoles, apporter ces nouveaux produits du sud de l'Europe, proposer aussi aux chefs étoilés de travailler ces nouveaux produits, d'instaurer une modification de l'assiette. On reviendra à tout ça, hein, mais si les politiques n'anticipent pas les impacts du changement climatique, oui, là, on va dépendre de l'étranger. En fait, on est capable de faire face au changement climatique en agriculture à condition, on a les connaissances, hein, je peux vous montrer des centaines de cartes, on a les connaissances pour y faire face. Par contre, il faut les moyens pour déployer ces connaissances sur le terrain. C'est-à-dire que l'immobilisme, le conservationnisme agricole, eh bien, ne va pas dans le sens de l'indépendance alimentaire de demain. Il faut aller de l'avant, et c'est-à-dire investir maintenant dans ces filières du futur, anticipant le changement climatique. Et là, je peux vous dire qu'on pourrait même gagner des parts de marché. On peut en gagner parce que le Maroc, l'Espagne, par exemple, en fruits et légumes, eux se désertifient. Ce n'est pas le cas de la France, hein. La plupart des scénarios, même la majorité des scénarios, ne montrent pas de désertification. La désertification, c'est plutôt le sud de l'Espagne et le Maroc. Elle remonte rarement plus haut dans les différents modèles. Les modèles. Il faudra mieux gérer l'eau, mais en tout cas, on n'est pas sur une désertification prononcée. Du coup, cette Espagne et ce Maroc perdent des parts de marché. Et si nous, on anticipe et qu'on propose l'évolution des filières fruits et légumes, comme je l'ai dit, eh bien, là, on pourrait gagner des parts de marché. Donc, pour répondre à votre question, Alors, c'est plus complexe que se dire c'est on va intéressant, mourir mais de faim ou peut-être que pas. ça pose En fait, d'autres. c'est la réponse politique. Mais peut-être que ça pose d'autres problèmes sur Vas-y. l'aspect migratoire, parce que s'ils perdent des parts de marché au Maroc, en Espagne, peut-être que la population va être amenée à migrer vers des climats plus tempérés où on peut Oui. plus produire, on aura plus de fruits et légumes. Mais ça, c'est peut-être un autre débat. Enfin, Ça, c'est un autre débat, mais c'est un vrai débat, puisque ça sort de mon métier d'agroclimatologue. Là, on parle de plus de socio-économie par rapport au changement climatique, mais c'est une réalité et il faut l'aborder. En réalité, quand on voit les projections climatiques, par exemple, pour le sud de l'Espagne ou le Maroc, il y a quand même des dizaines de millions de personnes qui vivent dans ces terres-là. Même dans l'espace Schengen, on prend l'Italie, la Grèce et puis la Sicile et puis l'Espagne. En fait, on aura une inadéquation avec la proposition climatique par rapport au nombre de personnes vivant. La proposition climatique étant l'eau et le nombre de personnes est en inadéquation. Il y aura trop de personnes
par rapport à l'eau qui sera disponible. Ne serait-ce que pour boire, ne serait-ce que pour le tourisme. Donc, on peut imaginer au niveau agricole derrière. Le problème de ces régions-là, c'est qu'avant même la désertification, on va observer une migration des personnes qui va commencer, enfin, du moins, je parle comme si c'était une certitude pour l'instant, ce sont des projections, c'est-à-dire qu'elle va commencer par ces agriculteurs, ces personnes, entre guillemets, âgées, qui attendent que la descendance reprenne l'exploitation, donc les enfants ou d'autres personnes. Eh bien, ces agriculteurs-là, ils vont avoir des problématiques de production, soit de perte de production, soit avoir le même niveau de production, mais en ayant plus d'apport d'eau, plus d'apport d'intrants, et donc ça coûtera plus cher pour produire, donc ils seront moins compétitifs. Et donc progressivement, avec le changement climatique, on risque d'avoir des personnes, des jeunes qui vont pas reprendre ces fermes-là parce qu'ils vont considérer qu'il n'y a pas d'avenir par rapport à la baisse de production, et ils vont aller chercher soit des terres au nord, soit se réorienter dans leur métier. Donc le problème, c'est que si on perd des personnes à la campagne, on perd aussi des médecins, on perd aussi des infirmières, on perd aussi les caissiers, on perd aussi les restaurants, on perd toute l'économie de la campagne, qui tous s'effondre d'un coup puisque la population va migrer dans une autre campagne. Donc là, on a la migration de la population qui remonte du coup vers le nord de l'Espagne ou vers la France. Je rappelle que le nord de l'Espagne, vers Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à Biarritz, gagne du potentiel agricole, donc il pourrait y avoir plus d'agriculture. C'est plus tempéré, hein, c'est comme la Bretagne en fait chez nous. Du coup, on pourra avoir des migrations. Et si on a des migrations, c'est-à-dire que les terres agricoles sont moins entretenues, le rayon solaire, c'est qu'il y a moins de couvert végétal, il y a moins d'arboriculture. Le rayon soleil, il tape plus sur le sol, vu que les terres sont moins entretenues, sont laissées en friche. Et si elles sont laissées en friche, eh bien, au final, la terre s'échauffe, le soleil tape dessus et ça accélère le processus de désertification. Donc, on a un double processus qui risque d'arriver si les projections climatiques se confirment après 2050, un mouvement de population, abandon des terres agricoles et du coup, terres agricoles qui vont se désertifier plus vite puisque le soleil va taper dessus. Moins de stockage de carbone aussi, parce que les agriculteurs ont le rôle d'entretenir nos paysages. Sans les agriculteurs, nos campagnes ne seraient pas forcément, du moins les champs, ne seraient pas aussi verts en réalité. Voilà, donc il y a un rôle important de nos agriculteurs dans l'entretien de nos paysages. Oui, on va en parler effectivement de l'agriculture comme solution face au dérèglement climatique, mais pour finir sur comment ils subissent les agriculteurs, il y a peut-être un effet secondaire. Est-ce qu'il y a des retours de maladies ou d'arrivées de ravageurs qui sont liés au dérèglement climatique et quels seraient leurs impacts? On parle notamment de la punaise diabolique sur les noisettes. Alors, j'ai pas étudié toutes les maladies, ni tous les champignons, ni tous les virus, parce que c'est quand même un domaine, un métier très vaste. C'est pas forcément mon métier. Moi, je travaille beaucoup sur les champignons parce qu'ils sont sensibles à l'humidité, la pluie, aux températures, donc ça rejoint un petit peu l'agroclimatologie. D'autres, les virus, le sont parfois un petit peu moins, sauf s'ils sont vecteurs, sauf s'ils sont portés par des vecteurs de maladies comme les pucerons, qui eux-mêmes sont sensibles à la jaunisse, qui eux-mêmes sont sensibles aux précipitations, humidité et température. Donc, je ne pourrais pas répondre parfaitement à la question. Cependant, j'ai suffisamment de connaissances pour défricher un petit peu cette question. Premier aspect, notamment l'évolution par le climat des maladies. Si je prends par exemple le mildiou, celui-là, je l'ai étudié. Le mildiou, il va être favorisé au printemps et défavorisé en été. Parce qu'au printemps, il fera plus chaud et plus humide, et en été, il fera plus chaud et également plus sec. Donc, on a cette évolution du mildiou qui pourrait notamment impacter de plus en plus les différentes régions françaises, de plus en plus tôt au printemps. Et ça, c'est hyper important dans le nord-ouest de la France. Alors, certes, le nord-ouest de la France pourra produire plus de courgettes, plus de tomates, plus de choux-fleurs, plus de citrouilles, je ne sais pas, de melons, enfin vraiment le potager de la France, même de l'Europe. Mais par contre, le mildiou, lui, en été, il va faire rage puisqu'il aura l'humidité et la douceur en version optimale. Il sera moins présent dans le sud de la France cependant. Donc pour les champignons, on a c'est des évolutions spatio-temporelles un petit peu différentes suivant les régions. Il n'y a pas de généralité sur toute la France. Par contre, les insectes. Sur les insectes, ils peuvent être vecteurs de maladies, d'accord. Il y a des insectes qui, effectivement, disparaissent parce qu'il fera trop chaud ou des insectes qui remontent par le sud. Donc, une espèce de remplacement de ces insectes-là. Mais c'est plus compliqué, les insectes.
C'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas qu'un effet climatique. Il y a un effet aussi des échanges humains. Les conteneurs, les camions, les voitures, les TGV, les avions, les touristes qui partent et qui reviennent. En fait, par exemple, le frelon asiatique, il est arrivé dans le sud-ouest de la France par des plantes d'ornement qu'on ramenait d'Asie. Et puis, il s'est implanté en France puisque le climat lui a permis. Ça, c'est pas un des impacts du changement climatique, c'est un impact d'échange humain. Sur les impacts du changement climatique, on a quelques espèces qui sont étudiées. La chenille processionnaire, par exemple, elle remonte progressivement. Ça, c'est un des impacts du changement climatique. Et il y a aussi ce qu'on appelle des sauts. Par exemple, des chenilles qui sont emportées par des cargos ou des camions ou autre chose, et qui sautent là en Alsace, qui sautent en Ardennes, puisque en fait, c'est les échanges qui les disséminent. Donc, on a l'aspect pour les insectes, dissémination par l'homme, et changement climatique. Donc, ça rend l'équation très complexe à répondre, puisqu'il n'y a pas que des éléments du changement climatique euh, dans cette histoire. Par contre, pour les champignons, en global, je rappelle, mildiou, etc., plus d'impact au printemps, moins d'impact en été et reprise plus importante à l'automne. Très bien. Et pour finir sur l'aspect, hein, on peut dire comment l'agriculture est victime du dérèglement climatique, est-ce qu'il va y avoir, vous l'avez évoqué totalement rapidement, des déplacements de production et donc par conséquent des déplacements d'AOP, d'AOC en France avec des changements de labellisation? Ouais, ouais, ouais. Avant de répondre à cette question, je viens de réaliser que j'ai oublié une partie de la réponse de la question précédente, notamment le risque de gel en hiver. Vu qu'il y aura moins de gel en hiver sur la plupart des régions françaises, même toutes les régions françaises, l'effet insecticide du gel n'aura pas lieu. Et du coup, on aura des problématiques plus importantes et plus précoces de maladies au printemps, du fait que les œufs, les pucerons, les moustiques, etc., les moustiques, eh bien, n'ont pas été nettoyés par le gel. Donc, la diminution du risque de gel augmente le risque de maladie au printemps. Maintenant, je vais répondre pour les AOC, les IGP, etc., etc. Il faut savoir qu'en France, et particulièrement en France, appellation géographique protégée, je ne me rappelle plus trop exactement, mais il y a le mot géographique. Particulièrement en France, on a parfaitement adapté notre terroir aux variétés qu'ils peuvent contenir. Certaines cerises poussent au pied du Mont Ventoux parce que le climat leur est hyper favorable. Certains abricots poussent plutôt dans la vallée du Rhône. D'autres types d'abricots, des variétés plutôt pousseront du côté de Perpignan. Le pruneau d'Agen pousse à Agen. Les pommes du Limousin, les pommes golden, vont pousser plutôt dans le Limousin. En fait, c'est que les conditions parfaites climatiques règnent pour faire pousser cette variété et en faire une reconnaissance territoriale. Et quand je dis conditions parfaites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de chaleur pendant la croissance du fruit, que le gel arrive après la floraison, que les sécheresses ne sont pas trop importantes pendant la croissance du fruit, qu'on a très peu de fortes chaleurs en hiver qui font que les végétaux vont débourrer trop tôt et être soumis à la pluie au printemps. On appelle ça la coulure. Donc, c'est que les stades de développement de la plante sont parfaitement alignés à ce que propose le climat pour éviter les risques climatiques pendant des stades de sensibilité de la plante. Tout a été adapté pendant 200 ans en France pour ça. C'est pour ça qu'on a des AOC, des IGP qui dépendent du coup du territoire, de la géographie et du sol et de l'homme. Mais forcément, vous pouvez vous en douter, si le climat évolue, les dates de floraison évoluent, les périodes de gel évoluent, les risques de canicule évoluent, donc on peut avoir des superpositions entre une floraison qui arrive de plus en plus dans les canicules, ou à l'inverse, pendant le gel, ou alors qu'on peut avoir de plus en plus d'excès de chaleur sur les tomates, sur les abricots, sur les pommes, dans le sud-ouest, dans le sud de la France, pendant le remplissage de ces pommes, donc des brûlures à la surface des pommes qui font que les pommes, du coup, il faut mettre du talc aussi pour donc plus d'intervention sur le terrain, donc des prix des prix de production plus chers, etc. Enfin, on se retrouve du coup avec une inadéquation de plus en plus flagrante entre les dates de sensibilité de la plante et puis ce que le climat propose, parce que le climat évolue. C'est là où il y a deux voies, ou même trois. La première voie, si on fait rien, là où c'est meurt, puisqu'on ne peut plus le respecter. Typiquement, les vins, dans les cépages, les vins, je crois que c'est là où il y a le plus d'AOC ou d'IGP française, hein, mais en tout cas, les vins sont le plus bel exemple.
dans le cahier de charge des vins, à Châteauneuf-du-Pape, à Bordeaux, à Cognac, en Champagne, dans le Riesling de Gewürztraminer, en Alsace, en Bourgogne également, on a des cépages autorisés. C'est une gamme de cépages qui correspond à un climat d'il y a 40 ans. Mais le climat évoluant, il faut falloir faire évoluer, ouvrir un petit peu à de nouveaux cépages ou améliorer le porte-greffe ou alors faire évoluer, on va dire, la façon de cultiver pour éviter que nos vins soient trop alcoolisés. Parce que le degré d'alcool de nos vins augmente. On a gagné 2 degrés à peu près dans les différentes régions françaises. Et on ne se retrouve pas toujours dans ce que veut le cahier de charge pour garantir un goût uniforme. Mais il est impossible de garantir un goût uniforme pour nos vins dans un contexte de changement climatique. Donc il va falloir faire évoluer nos AOC pour les adapter, donc introduire de nouveaux cépages ou alors avoir des ports végétaux différents, peut-être plus d'ombrage, des panneaux photovoltaïques, ça peut arriver aussi, des arbres dans les parcelles, permettre d'autoriser donc un peu plus d'ouverture au changement climatique. Alors ça ne veut pas dire que les vins auront le même goût, bien au contraire, vu que les cépages changent et aussi les conditions pendant la maturation des grappes changent, eh bien les vins évoluent, le pH diminue, l'alcool augmente, ok, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de vin. De loin, de très très loin, on aura encore du vin en France, peut-être même plus, avec la Normandie, la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais qui gagnent du potentiel. La Belgique et aussi Londres en gagnent également. On en aura peut-être même plus, c'est juste qu'ils n'auront plus le même goût, peut-être plus le même nom, peut-être plus les mêmes cépages autorisés, mais il faut absolument prendre les devants et autoriser donc l'ouverture un petit peu d'esprit de ces cahiers de charges, pour pas que ces cahiers de charges deviennent un boulet à l'évolution, mais qu'ils accompagnent l'évolution. Très bien. Dans cette première partie, on a vu comment l'agriculture subissait les causes du dérèglement climatique. Alors, on va regarder peut-être la partie la moins sympa, surtout qu'en ce moment, c'est un sujet sensible. On reproche de faire de l'agribashing, mais là, je voudrais qu'on regarde de manière lucide et scientifique comment l'agriculture a sa part dans le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique est multifactoriel. Quelle est la part de l'agriculture, Serge, aujourd'hui? Est-ce qu'on sait le chiffrer précisément? Oui, alors oui, on va savoir le chiffrer. Je sais pas si tu as la diapositive que je voulais passer à ce sujet, mais en tout cas, je l'ai juste à côté de moi. La voilà, parfait, très rapide, efficace. Alors oui, oui, on sait le chiffrer. On sait le chiffrer. On a pas mal d'agences nationales ou de bureaux d'études qui permettent de faire ces échanges de gaz à effet de serre, qui permettent d'évaluer un petit peu la part, la responsabilité de chaque zone de l'économie, on va dire, dans le changement climatique. Alors, on a les transports qui sont à 32%. Ça paraît logique. Notamment, on a l'avion, on a le camion, on a les voitures également qui font une grosse part de cet impact-là. En tout cas, beaucoup, beaucoup plus que l'agriculture. Pardon, beaucoup plus que l'agriculture qui n'est qu'à 19%, que 19%, entre guillemets. Dans ce 19%, la moitié de ces 19%, c'est l'élevage, et l'autre moitié, c'est les cultures et les engrais. Donc, l'élevage est majoritaire dans l'agriculture en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Après, on a l'industrie à 18%, c'est pas très loin de l'agriculture. Le bâtiment à 16%, 11% de la production d'énergie, 4% les déchets. Et on a un moins, c'est curieux, un moins 4%. Là, c'est les forêts et l'agriculture. Puisque l'agriculture a aussi le désavantage de déstocker du carbone, déstocker du carbone parce qu'avant il y avait des forêts et donc maintenant on a des champs, donc ça stocke moins de carbone. Les vaches émettent du méthane, on a les engrais qui consomment aussi du CO2, notamment du pétrole pour être produit, les machineries agricoles, le chauffage des serres, le travail du sol aussi parfois peut relarguer des gaz à effet de serre, etc., etc. Par contre, les moins 4%, c'est la photosynthèse. L'agriculture, en fait, les agriculteurs sont des gestionnaires du soleil, de la photosynthèse, de l'énergie du soleil photosynthétique. Donc, elle permet de stocker du carbone. Et ça, c'est-à-dire qu'il va falloir réduire les gaz à effet de serre agricoles en travaillant soit sur des technologies, soit sur des aspects terre-à-terre agricoles. Mais il faut augmenter également en parallèle le stockage du carbone pour retrouver un équilibre. L'agriculture a le défaut d'être la seule zone de l'économie où on n'arrivera sûrement jamais à zéro émission. Vous savez, par exemple, pour l'électricité, il suffit de passer des panneaux solaires, éoliennes ou au nucléaire, et là, on arrive à peu près à zéro émission tout en produisant de l'électricité.
L'agriculture, on n'arrivera jamais à zéro émission. Une vache va toujours rôter, par exemple. Euh, un, un maïs ou un blé aura toujours besoin de fertilisation, qu'elle soit organique ou chimique. Le tracteur, à part si on passe à l'électrique, ce qui demande beaucoup de réflexion parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire traîner une charrue, par exemple, pour un tracteur. Le tracteur aura toujours besoin d'énergie. Le chauffage des bâtiments aussi aura besoin d'énergie. Le séchage de notre maïs, de notre blé lorsqu'on le récolte, parfois une humidité parce qu'on n'a pas pu faire autrement et qu'il faut le faire sécher dans les silos. Ça aussi, ça demande de l'énergie. Même si on essaye de passer à l'électrique à la place du gaz. En fait, c'est très compliqué à l'agriculture d'arriver à zéro émission carbone parce que c'est une économie très complexe. Voilà. Par contre, faire en parallèle augmenter le stockage du carbone de cette agriculture en parallèle, ça c'est hyper important. C'est hyper important pour essayer de retrouver cet équilibre, déstocker, mais aussi restocker, notamment par des pratiques paysagères ou des pratiques sur le sol qui lui en sont favorables. J'imagine qu'on viendra dessus tout à l'heure. Oui, on va aborder effectivement les solutions, ça va être la partie la plus importante. Juste pour rester sur les causes, tu l'as dit que c'était plutôt l'élevage qui émettait plus d'émissions de gaz à effet de serre, mais par rapport à l'eau, comment se situe l'usage de l'eau dans l'agriculture? Est-ce que c'est si délétère que ça? Est-ce que les bassines, ça a une bonne raison d'exister? Comment on regarde l'eau dans l'agriculture aujourd'hui face au dérèglement climatique avec les sécheresses que tu as abordées au début de l'interview? Alors, il y a une certaine forme d'égoïsme de comment on regarde l'eau sur l'agriculture. Les agriculteurs ont le désavantage d'être visibles. C'est-à-dire que quand on arrose, c'est visible. Et un touriste qui est là pour faire, voilà, se détendre, on va dire, ne va pas forcément comprendre pourquoi on peut arroser le champ de pois chiches ou de maïs à côté de chez lui, tandis que lui, il a des restrictions pour remplir sa piscine. Il y a une certaine forme d'égoïsme par rapport à l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire que l'alimentation devient presque optionnelle par rapport à un amusement sur le territoire. Donc pour moi, l'agriculture consomme beaucoup d'eau, notamment en été, et notamment le maïs en est énormément responsable. Un petit peu moins en hiver, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de maïs et qu'on consomme moins d'eau. Par contre, il ne faut pas voir pointer du doigt l'agriculteur en se disant c'est de ta faute. Il faut prioriser. Est-ce que c'est de la faute de toutes les piscines qu'il y a dans la région PACA ou même du côté de Perpignan, de ces parcs aquatiques, mais également des golfs qu'il peut y avoir par rapport au tourisme? Ou est-ce que c'est de la faute du maraîcher qui essaye de nourrir les personnes qui habitent et qui mangent et les touristes également qui achètent sur le marché? Il y a une forme de prioritisation à avoir. De là à dire que l'agriculture doit être dédouanée de ces restrictions d'eau, non. Il y a quand même des améliorations à avoir. Sur les améliorations par rapport à l'utilisation de l'eau, il est vrai que le maïs est un très gros consommateur d'eau, surtout dans les régions dans lesquelles il se situe, où on peut avoir de fortes sécheresses en été. Donc on ne peut pas dire arrêtons de remplir les piscines, arrêtons les golfs et arrosons le maïs pour notamment nourrir les animaux. Ça, ce serait aussi une erreur d'aller dans le sens inverse. N'oublions pas que le maïs, lui, sa zone de prédilection avec le changement climatique va remonter vers le nord-est de la France. Le rendement du maïs augmente en Bretagne, Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, sur la partie nord de l'Île-de-France, une partie nord de l'Alsace. Le rendement du maïs augmente parce que la chaleur est de plus en plus présente et le maïs aime la chaleur. Jusqu'en 2040, le rendement devrait augmenter de 5 à 10%. Donc on pourra faire du maïs. C'est juste qu'on ne le fera plus forcément, en tout cas moins dans le sud-ouest de la France. Donc ça consommera moins d'eau, puisqu'économiquement parlant, ça sera aberrant vu qu'il y aura plus de restrictions d'eau par rapport à l'irrigation. Il fera également plus chaud, donc notre maïs aura des stress hydriques et thermiques. Et du coup, là, on perd jusqu'à 30% de rendement. Donc mieux vaut se tourner vers une autre culture qui soit plus adaptée. L'huile d'olive, par exemple, de plus en plus, on voit des champs d'oliviers apparaître dans le sud-ouest de la France. Le pois chiche, le tournesol consomme également moins d'eau. Le sorgho, également, il a la même direction vers l'animal ensuite, mais pas les mêmes valeurs alimentaires. Il faut travailler sur la génétique du sorgho notamment, etc., etc. Donc, par rapport à l'eau, la réflexion est très complexe et est beaucoup plus complexe que juste se dire je construis une réserve de substitution ou dite méga bassine et je suis protégé par rapport au changement climatique. Ça, c'est trop simpliste.
c'est trop simpliste, ça peut être interprété comme une maladaptation. Parce que si on construit, disons, on construit une bassine et que en parallèle, on continue le même assolement, la même présence du maïs, sans changer les paysages, sans rien. Donc on aura besoin d'encore plus d'eau dans l'avenir, peut-être même d'une deuxième bassine. Et sachant que la bassine, on ne pourra plus la remplir à peu près 2 années sur 10 d'ici 2050, puisque l'hiver ne sera pas suffisamment pluvieux, et ben ces 2 années sur 10, on aura des difficultés d'eau si on a tout misé dans la bassine. Derrière cette réserve de substitution, il est très important et très intéressant de faire évoluer le système agricole. C'est-à-dire réduire progressivement, alors je dis bien progressivement, la part de maïs sur le territoire, ne pas l'arrêter, l'interdire, parce que là, toute l'agriculture va se rétamer, qu'on soit d'accord, mais progressivement réduire la part de maïs sur le territoire, le remplacer par d'autres cultures qui consomment moins d'eau. Aussi, améliorer les pratiques sur le sol. Je rappelle qu'un sol non labouré, couvert et puis avec beaucoup plus de légumineuses, qu'on stocke jusqu'à 5 à 10% de plus d'eau qu'un sol en agriculture conventionnelle. Mais également, les paysages, les haies notamment, l'hydrologie régénérative permettent de ralentir l'eau sur les parcelles et de lui laisser le temps de s'infiltrer dans les sols. Donc pour moi, il n'est pas juste une question simple de répondre oui ou non pour les bassines, ça dépendra des nappes, ça dépendra du niveau des nappes, de la profondeur des nappes, du type de sol, du type de l'agriculture, il y a plein de paramètres. Mais dans tous les cas, il ne faut pas miser que sur la bassine pour faire face au changement climatique, il faut aussi travailler sur le reste. C'est là où on passe d'une maladaptation à une adaptation au changement climatique. La bassine n'est qu'une pièce de puzzle dans l'ensemble du puzzle que sont les solutions pour le changement climatique. Alors, on va rapidement aborder les solutions, mais juste, je voudrais qu'on dézoome. Là, on a abordé d'un point de vue plutôt national les causes du dérèglement climatique liées à l'agriculture, mais au niveau mondial, ça provoque d'autres causes sur le dérèglement climatique. Je pense notamment à la déforestation en Amérique du Sud, pour lequel on plante du soja pour nourrir les bêtes, alors que tu as dit que les bêtes étaient la plus grosse part du dérèglement climatique en France. Est-ce qu'il y a comme ça un cercle vicieux qui s'est installé à l'échelle mondiale Bien sur sûr. l'agriculture? Bien sûr, l'agriculture peut être une cause, alors beaucoup moins en France, mais l'agriculture est une cause du changement climatique, notamment par la différence d'attribution des terres. Je m'explique, c'est peut-être compliqué comme ça, c'est le terme employé par nos scientifiques. C'est qu'avant, par exemple, en Amazonie, on avait une forêt. Quand on rase la forêt et qu'on met un champ de soja, alors certes, le champ de soja va stocker du carbone, à voir par rapport à la fertilisation, le niveau de fertilisation, de mécanisation, s'il en déstocke pas par ailleurs. Mais en tout cas, il stocke moins de carbone que la forêt. Donc, ce changement d'attribution des terres va accélérer les impacts du changement climatique parce que du coup, notre terre avec un grand T en global, va stocker moins de carbone parce qu'on a déforesté. En parallèle, on a quand même un côté plus vert sur les parties latitudes un petit peu plus au nord, la Russie, le Canada. Avec la fonte du pergélisol, les végétaux sont plus verts et stockent aussi plus de carbone. Ceci dit, du côté de la forêt amazonienne, il faut arrêter cette déforestation puisque c'est là où on réduit notre stock potentiel de carbone et puis on déstocke par l'agriculture. Je dirais même que c'est pas très très durable parce que l'Amazonie est une des zones du monde où il y aura moins d'eau dans l'avenir, avec le changement climatique. Donc on est en train de déforester l'Amazonie pour rien parce qu'il y a un moment l'agriculture va être de plus en plus compliquée par le manque d'eau. Donc c'est encore moins durable que ce qu'on pensait dans l'avenir. Donc il y a cet effet-là, un petit peu de surconsommation de viande à l'échelle mondiale qui nécessite donc de la production de soja pour nourrir la plupart de nos animaux. Je rappelle que plus de 50% des terres agricoles du monde sont là pour nourrir les animaux. Et nous, en France, on fait aussi partie du problème parce qu'on consomme trop de viande. On consomme 3 fois trop de viande par rapport à ce que peut soutenir le climat, mais aussi notre corps. C'est un problème qui n'est pas que climatique, c'est un problème qui n'est pas que environnemental, c'est un problème aussi nutritionnel. Je ne sais pas comment on dirait, quelle est la science qui travaille sur ça. Je crois que Sanitaire, oui. Ouais, sanitaire. Puisque, en réalité, au niveau des protéines contenues dans la viande, on n'en a pas besoin autant pour se nourrir. Les nutritionnistes vont vous dire on a besoin de 3 fois moins de viande
Et ça sera très bien, on aura les mêmes facultés cognitives, de croissance, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'on en mange trop. On a eu ces 50 dernières années, par l'enrichissement aussi des ménages et par l'évolution de l'agriculture, je rappelle qu'on a 7 fois plus de rendement de blé et 9 fois plus de rendement de maïs, hein, par l'évolution de l'agriculture, un excès de production, une augmentation des pertes aussi, 30% maintenant sont pas consommées, donc ce sont des pertes agricoles. Un excès de production qui fait qu'on a eu l'habitude d'avoir de la viande à tous les repas, mais aussi des glucides rapides, des glucides lents et beaucoup moins de protéines végétales. Dans l'avenir, que ce soit nutritionniste ou climatiquement parlant, il va falloir rééquilibrer l'assiette en ayant plus de protéines végétales, donc les haricots, le pois chiche, les lentilles, etc., et moins de protéines animales. Ça aussi, c'est travailler sur un des impacts de notre assiette sur le changement climatique, mais c'est aussi travailler sur un impact socio-économique par rapport à la déconstruction de toute une éducation alimentaire qu'on a eue, qui était valable après la Seconde Guerre mondiale, mais maintenant, on ne peut pas se permettre de manger autant de viande. Alors qu'on soit d'accord, la génération au-dessus de la mienne, c'est compliqué de changer ses habitudes alimentaires, il faut l'avouer. Dire à une personne, tu dois réduire ta consommation de viande alors qu'elle a déjà 50 ans et qu'elle en a mangé ces 50 premières années, c'est compliqué. Et c'est même presque impossible, puisque à partir d'un certain âge, les changements alimentaires sont très rares, sauf exception. C'est plutôt sur la génération d'en dessous de la mienne. Là, c'est de l'éducation à l'alimentation, mais par les jeunes en dessous, notamment par rapport à la malbouffe, notamment par rapport à la bouffe, les livraisons à domicile, dont on voit d'où elles viennent et comment elles sont faites, et par rapport à l'éducation à la cuisine et par rapport à la viande. Faire face au changement climatique, ça passe aussi par l'éducation de nos plus jeunes, notamment en termes alimentaires. C'est la bonne transition pour voir comment l'agriculture peut être solution face au dérèglement climatique. Donc, on a bien compris qu'on devait réduire notre part de protéines animales dans notre assiette. Qu'est-ce que ça implique comme changement pour les agriculteurs, notamment en France? Alors, oui, il faut réduire notre part de protéines animales dans l'assiette et augmenter la part de protéines végétales. Donc forcément, il va falloir produire plus de protéines végétales sur le territoire français, mais pas forcément, attention, moins de protéines animales. En fait, en réalité, notre part de viande française qu'on mange en France ne vient pas que de la France. Le poulet, notamment, il vient de l'Europe de l'Est. On a une partie de la viande rouge qui vient de je ne sais quel pays, notamment dans la partie des plats préparés. C'est-à-dire que dans un premier temps, il serait intéressant de garder notre cheptel français. Je rappelle qu'il est déjà de toute façon en diminution par rapport aux difficultés économiques du secteur depuis ces 30 dernières années. Donc, on a déjà moins d'animaux. Il faut essayer de le stabiliser parce que nos animaux ont un rôle au niveau des prairies et de la biodiversité de ces prairies, de la biodiversité des bocages, des alpages, de l'économie de certains territoires de zones humides également, pour éviter que certains maïs ou blés investissent les zones humides à la place des animaux. Nos animaux ont un rôle aussi paysager. Ils ont un rôle aussi au niveau de la fertilisation, notamment le bio est très dépendant des déjections animales. Donc on ne peut pas se permettre de se dire on va réduire le cheptel animal, on aura de par ailleurs des difficultés paysagères et végétales. Il faut toujours trouver un équilibre. Et d'ailleurs, dans toutes les réponses que je donne depuis le début, vous voyez bien qu'il y a ni noir ni blanc, c'est toujours gris. L'agriculture est un équilibre en réalité. On n'est pas dans une question de nucléaire ou de charbon pour réduire le gaz à effet de serre du charbon. On passe au nucléaire, là c'est noir, blanc, et puis c'est réglé. Voilà. L'agriculture est beaucoup plus... c'est un équilibre de paysages sociaux et économiques, la main-d'œuvre, le prix de revient, le prix de vente, etc. etc. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc oui, il va falloir manger moins de viande, quel que soit français qu'on soit. Par contre, achetez-la plutôt française, parce qu'en France, on a beaucoup de fourrage, notamment de l'Alsace jusqu'au sud-ouest de la France, qui consomment donc du fourrage, de l'herbe, qui stocke donc du carbone. On a des pâtures également avec beaucoup de bocage dans le nord-ouest de la France. Certes, elles consomment plus de maïs. Par contre, nos bocages stockent du carbone, filtrent l'eau également et améliorent les paysages et leur résilience par rapport au changement climatique, notamment les arbres. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à réduire notre consommation de viande, comme je disais,
achetons la française et essayons de la réduire plutôt la part étrangère pour le moment. Alors, il y a deux voies, hein. Il y a les voies, là, c'est pas à moi de choisir. Ça, c'est aux auditeurs de choisir. C'est pas moi qui choisira à votre place, hein. Il y a deux voies. Soit on devient végétarien. Là, effectivement, on produit 7 à 8 fois moins de gaz à effet de serre que le régime carné. Mais le régime appartenant à chacun, je ne peux pas dire à tout le monde de devenir végétarien. De par ailleurs, on aura des problématiques aussi de manque d'animaux sur le territoire pour le végétal. Ou soit on veut continuer à manger de la viande. Là, par contre, j'aurais plus de critiques sur les personnes qui consomment de la viande rouge tous les jours, notamment, ou qui essayent d'en manger tous les jours, parfois de mauvaise qualité. Mais réduisons par 3 notre viande rouge, achetons la française, en gros, une bonne côte de bœuf ou une bonne entrecôte de Salers ou de l'Aubrac ou de je ne sais quoi. Mieux vaut une fois par semaine que de manger 3 fois dans cette semaine-là, une fois au McDo, une fois au kebab et une fois je ne sais où, de la viande de mauvaise qualité. Mieux vaut regrouper ça dans un seul bon repas à la française que de se permettre de manger de la viande de mauvaise qualité. Alors, là, je vais nuancer un petit peu aussi encore ce discours que j'ai. Même moi, qui suis adapté à ce discours-là, qui connais les chiffres, c'est compliqué à le mettre en place. Parce que j'ai 35 ans d'éducation derrière moi, on m'a dit il faut que tu manges de la viande pour avoir du muscle, pour grandir, pour réfléchir, pour être en forme. euh, et donc derrière, c'est compliqué. Par contre, j'essaye d'adapter ce discours maintenant à mes enfants qui, eux, sont plus flexibles en termes d'éducation pour l'instant et donc d'habitudes alimentaires qu'ils peuvent acquérir dans l'avenir. Et de toute façon, je sais que maintenant, dans les cantines à l'école, dans les cours aussi, maintenant, on a des cours aussi alimentaires en maternelle et puis même en primaire, on leur apprend en fait les déséquilibres alimentaires à tel point que mes enfants, maintenant, quand je les emmène dans des fast-foods, et ils ne veulent pas y aller. Alors qu'à mon époque, quand mes parents m'y emmenaient à l'aire de repos quand on partait en vacances, c'était la fête. On allait au fast-food. On était très contents. Mes enfants, eux, ne le sont pas. Donc, c'est qu'il y a cette habitude alimentaire qui change par la base et c'est ce qu'il faut. On n'arrivera pas à changer toutes leurs habitudes alimentaires. C'est trop tard. Sur ce changement d'habitude alimentaire, je vous invite, chers auditeurs, à regarder les webinaires avec Gilles Davot et Sophie Rigaldo, organisés par Pépite aussi, pour vous donner des indicateurs ou des pistes, pardon, pour changer de régime. Je reviens sur l'aspect viande. Tu dis qu'on doit réduire par 3. D'où vient ce chiffre de réduction par 3, cette division par 3 de protéines Alors, animales? Alors, c'est écrit dans le rapport du GIEC déjà par 3 par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et il me semble qu'il retrouve le même chiffre chez les nutritionnistes par rapport aux besoins alimentaires. Donc, c'est un chiffre à la fois climatique et nutritionnel. Ce moins 3, ils ont été faits par des études différentes, hein, mais ce chiffre à peu près de 3 se retrouve dans, dans la plupart des études à ce sujet. Alors, il y aura peut-être des différences. Certains vont dire par -2, d'autres par -5, d'autres voire pas du tout, de plus manger de viande du tout. Bon, là, attention quand même aux équilibres végétal-animal. Mais ce chiffre 3 se retrouve dans la plupart des grosses études mondiales. Ouais. D'accord. Je reviens sur ce que tu as dit sur le fait qu'on devait laisser des animaux dans les prairies. Ils avaient un rôle fondamental pour la préservation des paysages et bien d'autres choses sur la biodiversité. Peut-on imaginer laisser les vaches dans les champs sans les manger? Ah, c'est une grosse question, ça. Lécher les vaches dans les champs sans les manger, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas pour si on veut être végétarien et qu'on veut penser à la santé animale et éviter la mort de ces animaux. Mais dans tous les cas, si on laisse une vache dans une pâture, elle va forcément rôter et mettre des méthanes aussi. Enfin, je pense pas que ça va changer grand-chose en termes Ah, de c'est une question, c'est toi le spécialiste. émissions de gaz à effet de serre. Je pense pas que ça va changer quelque chose sur ma problématique, les émissions de gaz à effet de serre. Qu'on ait une vache qui a 3 ans ou une vache qui a 1 an, bah, à mon avis, on s'y retrouve en termes de gaz à effet de serre. Peut-être que je dis des bêtises, hein. J'ai pas lu d'article scientifique sur cette question pour me renseigner, mais en termes climatiques, ça me paraît pas forcément changer grand-chose. Par contre, si on laisse les vaches dans les champs et qu'on ne les tue pas pour les manger, forcément, il va falloir qu'on mange autre chose, donc la protéine végétale ou plus de champs, du coup, aussi pour le végétal pour nourrir l'homme. Je sais pas si en termes environnementaux, on s'y retrouve forcément. Voilà. Parce qu'il va falloir
produire du végétal en plus à côté pour compenser les pertes de calories viande qu'on mangera moins. Bah voilà. Apprendre avec précaution la réponse à cette question, parce que elle n'est pas confirmée par des études que D'accord. j'ai Tu pu as dit deux lire choses depuis le début de cette par ailleurs. C'est plus un avis interview personnel. tu as dit deux choses depuis le début de cette interview, que sans le maïs, en France, il n'y aurait plus d'agriculture et que 50% des terres agricoles cultivées servaient à nourrir les bêtes. Est-ce que c'est 100% de ces 50%, c'est du maïs ou il y a d'autres choses dedans? Pour comprendre l'articulation terre agricole pour l'élevage et le maïs. Ah non, on ne nourrit pas les animaux qu'avec du maïs, hein. On a le grain qui peut servir pour les poules, pour les cochons. On a de l'ensilage ou alors de la partie verte qui peut servir pour les vaches ou d'autres ruminants. Mais on nourrit aussi avec du soja. On peut les nourrir avec du blé aussi, les poules, les animaux avec du soja, etc., etc. Enfin, du tourteau. Enfin, il y a d'autres types de végétaux qui servent à nourrir les animaux. Mais ça, si les auditeurs font partie du milieu agricole, ils le savent peut-être même mieux que moi. Attends, quelle était la question, Pascal, au début? En fait, la question, c'est que tu as dit tout à l'heure que sans le maïs en France, il n'y avait plus d'agriculture et que Oui. 50% des terres agricoles en France, si j'ai bien retenu, étaient liées à la nourriture pour C'est pour ça. les bêtes. Donc, je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre le maïs et les bêtes en France. Ah bah oui, oui, très très largement. Alors, ça m'étonnerait que j'ai dit de cette façon-là, sans le maïs, il n'y a plus d'agriculture, parce que c'est quand même plus nuancé. Ceci dit, n'oublions pas que pour faire face au changement climatique, il faut des revenus pour investir autre part. Le maïs, c'est quand même une plante qui stocke beaucoup de carbone au passage, mais une plante qui fait une très très bonne économie, qui consomme moins aussi de pesticides et insecticides que d'autres types de plantes, qui fait une très bonne économie de la Bretagne jusqu'au sud-ouest de la France. C'est-à-dire que le maïs, il ne faut pas l'arrêter du jour au lendemain parce qu'économiquement parlant, dans les fermes, on ne va pas s'y retrouver. Par contre, l'arrêter progressivement en même temps que l'évolution climatique, ça permet donc d'avoir des revenus intéressants pour investir éventuellement dans d'autres filières agricoles, notamment au niveau des agriculteurs ou des coopératives. Donc pour moi, il faut le réduire progressivement et intelligemment et pas l'interdire comme on peut l'entendre de par ailleurs dans certains médias ou par certains politiques que c'est une aberration. Effectivement, en 2050, ça sera une aberration, mais d'ici là, réduisons-le progressivement et intelligemment tout en augmentant les investissements dans la génétique du tournesol, du sorgho, du pois chiche ou dans les filières, des autres filières qu'il faut absolument faire émerger à la place de ce maïs. En parallèle, les terres agricoles où il y a beaucoup de maïs verront sur leur territoire de moins en moins d'animaux. Là, c'est pas dû au changement climatique. Enfin, si, c'est dû au changement climatique. C'est pas forcément économique parce que le changement climatique, par exemple, sera trop important sur les vaches laitières dans le sud-ouest de la France pour qu'il y ait autant de vaches par rapport au stress thermique sur les animaux d'élevage. Et du coup, naturellement, on va avoir une migration de cette zone de production animale vers le nord-ouest de la France et une partie du nord-est, là où le maïs, lui aussi, pourra s'implanter un petit peu mieux. Donc, on a une migration un petit peu de ce potentiel animal vers les parties nord de la France ou en altitude pour le pâturage. Par contre, dans les plaines du sud-est et du sud-ouest, ça devient de plus en plus compliqué en même temps que le maïs. Voilà pour cette réponse à cette question. Donc, une migration à la fois du maïs, mais aussi de l'animal dans les impacts du changement climatique dans l'avenir. Tu as dit qu'on avait besoin de faire émerger des nouvelles filières. Est-ce que une agriculture plus biologique permettrait d'une part de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la biodiversité et de réduire notamment ce que tu as dit tout à l'heure sur l'utilisation de toutes les ressources issues du pétrole en lien avec le tracteur, le chauffage, etc. Est-ce que, pour faire simple, la bio permettrait de limiter le dérèglement climatique lié à l'agriculture? Alors, j'ai justement biologique, je regarde justement des chiffres, j'ai pas mal de chiffres à ce sujet dans mes différentes présentations, mais il faudrait d'abord que je retrouve ma diapo. Bon, ceci dit, le temps que je la retrouve, c'est plus nuancé que ça.
Il est vrai que le biologique permet notamment, de façon plus intéressante, de protéger la biodiversité. C'est-à-dire de protéger les insectes par l'utilisation moindre de produits chimiques qui peuvent avoir des impacts sur les insectes et en ricochet sur les oiseaux. Donc, le bio permet de faire attention à l'écologie. Ça, c'est pour la science écologique. Moi, je suis agroclimatologue. Donc, je regarde aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et le biologique, on va dire, va pas forcément produire moins de gaz à effet de serre que l'agriculture conventionnelle. Alors, si je regarde les chiffres, je pense les avoir retrouvés. Voilà. Pour toutes les cultures, le bio produit moins par hectare. Parce qu'on peut utiliser des produits qui sont de moins forte intensité, notamment pour les maladies. Eh bien, on produit en moyenne, d'après une étude européenne qui a été faite, il me semble, en 2012, voilà, je l'ai. Donc, pour toutes les cultures, on produit moins 24% de moins en moyenne. Pour les fruits, c'est moins 1%. Pour les oléagineux, c'est moins 10%. Pour les céréales, c'est moins 24%. Et pour les légumes, c'est moins 36%. Donc, ça veut dire que si on produit moins pour une même quantité de consommation, il va falloir plus de terre. Donc pour les légumes, 36% de terre en plus, les céréales, 24%, etc. Donc si on a plus de terre, plus de déforestation, plus d'emprise du sol et donc plus de gaz à effet de serre, mais plus dilué sur le territoire. Ça reste problématique par rapport à la production du bio. Mais ça, c'est une réflexion qu'on a souvent par rapport à une consommation constante. Sachant que on a 24% de gaspillage alimentaire. Bah, ça veut dire que si on travaille sur le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire réduire la part du gaspillage alimentaire au niveau français, quelques chiffres, 8 à 10% des gaz à effet de serre du monde, c'est le gaspillage alimentaire. Donc c'est du gaspillage qui sert à rien. On fait 8 à 10% des gaz à effet de serre qui servent à rien. Et si on prend tous les gaspillages alimentaires par année dans le monde, eh bien, le gaspillage alimentaire serait le troisième pays le plus émetteur du monde après la Chine et les USA. Je ne sais pas si on se rend compte. Ça veut dire qu'on produit tellement qu'on est capable de se dire que la pomme qui n'est pas belle, je la consomme pas, que, que le haricot qui est un petit peu biscornu, je le consomme pas, etc. Ça veut dire qu'on arrive à dire que le bio va émettre plus de gaz à effet de serre par hectare parce qu'il a plus besoin de terre. Par contre, on cache le gaspillage alimentaire qui, lui, un tiers de la production presque n'est pas consommé. Pour avoir plus de bio à l'échelle d'un territoire, il faut donc travailler aussi sur le type de consommateur et la consommation pour réduire le gaspillage alimentaire et réapprendre à cuisiner et éviter tous les plats préparés qui parfois sont plus gaspilleurs, on ne le voit pas forcément, qui provoquent du coup plus de gaspillage. Donc le bio est intéressant pour la biologie du territoire, pour l'eau également. Par contre, il va émettre plus de gaz à effet de serre puisqu'il a besoin de plus de surface pour produire la même quantité. Ça, c'est si on travaille à consommation constante. Et il faut absolument travailler sur la consommation pour éviter le gaspillage, pour permettre à ce que le bio progresse en termes d'émissions de gaz à effet de serre en limitant le gaspillage alimentaire. Donc on voit que la question est pas si simple que ça à répondre, en tout cas extrêmement complexe, puisqu'elle fait intervenir également l'agriculture, le consommateur et l'économie autour de ces cultures. Et alors, pour aller un peu plus loin dans la bio, est-ce que des modèles comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture régénérative, l'agroforesterie, l'agrobiologie, sont des modèles qui seraient justement plus performants que la bio classique? Alors, ça dépend, parce que sur la performance, on peut regarder la production. Donc là, on va dire que c'est l'agriculture non régénérative et non bio
qui est plus performante. La performance peut être économique aussi. Là, on va dire que ce sera plutôt l'agriculture. Ça dépendra de la taille ça dépendra du type d'agriculture et de la taille de l'exploitation. Plutôt l'agriculture conventionnelle, l'agriculture de conservation. Après, si la performance est sur la qualité de l'eau, ce sera plutôt le biologique ou l'agriculture de conservation des sols. Si la performance est sur le stockage du carbone, ce sera plutôt l'agriculture de conservation des sols. Enfin voilà, ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par performance. C'est pour ça que il est difficile de s'entendre parfois dans les débats politiques ou les débats des plateaux télé, de savoir quelle agriculture est la meilleure, parce que chacun répond à un type de performance qu'il a en tête. L'agriculture conventionnelle va être très performante sur l'économie. Elle va produire beaucoup, répondre à une demande sociétale. Par contre, elle ne va pas être performante sur la durabilité, le stockage du carbone, la qualité du sol, la qualité de l'eau, et puis la volonté de réduire les émissions de produits phytosanitaires chimiques dans l'environnement. L'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, pardon, elle va être performante sur la biologie du territoire, les oiseaux, les insectes, moins performante sur le rendement, pardon, la production, j'allais dire la reproduction, mais la production, peut-être un petit peu moins performante au niveau économique, notamment au niveau de la main-d'œuvre. Etc. L'agriculture, elle, de conservation des sols, l'agriculture régénérative, donc une agriculture avec plus de couvert végétal, moins de labour ou pas de labour, plus également de légumineuses, des rotations plus longues. Cette agriculture-là trouve un bon équilibre, on va dire, entre le climat, puisqu'elle stocke une performance climatique, elle stocke beaucoup de carbone. Par contre, sur la performance des produits phytosanitaires, il y a toujours le glyphosate pour détruire le couvert végétal entre deux cultures. Ils essayent de travailler dessus pour trouver des solutions mécaniques à la destruction des couverts. C'est pas facile. Ensuite, il y a de la performance économique parce qu'on a besoin d'aller moins dans les parcelles pour produire, moins de produits phytosanitaires et moins d'engrais, également avec un sol plus vivant. Donc une bonne performance économique, mais une difficulté d'accès avec un déséquilibre du sol et un déséquilibre de l'économie autour de ce sol pendant 5 ans quand on installe une agriculture de conservation des sols. Donc, ça dépend de comment on veut répondre à quelle performance on parle. Moi, en général, je parle de la performance climatique et productive. Sur l'agriculture de conservation des sols, il est vrai qu'un agroclimatologue va vous dire la performance climatique est exceptionnelle. C'est-à-dire que l'agriculture de conservation des sols trouve un bon équilibre entre ce stockage du carbone et la production et l'environnement. C'est pas parfait surtout, mais c'est un bon équilibre par rapport aux attentes sociétales de niveau de production. Donc une agriculture de conservation des sols va être un petit peu moins productive, quoique ça dépendra des cultures, un petit peu moins productive que l'agriculture classique conventionnelle, mais beaucoup plus productive que l'agriculture biologique. Elle se situera donc entre les deux types d'agriculture les plus connus, elle se situe au milieu. Par contre, au niveau du stockage du carbone, elle est très performante puisque on ne déstructure pas le sol par le labour, contrairement au bio. Le bio, c'est hyper important, le labour, pour la gestion du risque maladie. Et puis le conventionnel, c'est aussi classique de retrouver du labour. Donc l'agriculture régénérative, notamment par rapport au sol, avec moins de labour, est très importante pour la biodiversité des sols, le stockage de l'eau dans les sols et puis le stockage du carbone. Sur ce stockage de l'eau dans les sols, ça répond d'ailleurs à ce que je disais au début sur les excès d'eau et les déficits d'eau qu'on aura avec le changement climatique. L'agriculture de conservation des sols est d'ailleurs la seule solution qu'on a. C'est pas le bio et le conventionnel, c'est l'agriculture de conservation des sols par rapport aux excès et aux déficits d'eau. Donc pour un agroclimatologue, oui, j'ai tendance à pencher vers l'agriculture régénérative de Donc, conservation on des est sols d'accord d'un point de vue, d'un point de vue lexical, et pour que ces ça soit aspects-là. clair pour les auditeurs, l'agriculture de conservation des sols égale l'agriculture régénérative. On est bien d'accord, hein? C'est bon? Ok, il y Si. a eu une petite coupure d'Internet. En fait, l'agriculture de conservation des sols est une des pièces du puzzle de l'agriculture régénérative. L'agriculture régénérative passe aussi par les haies, passe aussi par les arbres isolés, la maîtrise de l'eau sur le territoire, mais une des parts importantes, sûrement 50%, même plus, de l'agriculture régénérative passe par la régénération de nos sols.
donc par l'agriculture de conservation des sols. Donc l'agriculture de conservation des sols est une grosse pièce du puzzle de l'agriculture régénérative, mais de là à simplifier l'agriculture régénérative à l'agriculture de conservation des sols, c'est peut-être un peu rapide. Il y a plus D'accord. de nuances à ce sujet, notamment la gestion du microclimat de la parcelle, de l'arbre dans les parcelles, des haies, etc. Et donc, j'entends ta préférence pour l'agriculture de conservation des sols. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le savoir-faire pour passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture de conservation des sols rapidement en France? Alors, on a le savoir-faire technique, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui réfléchissent. Il y a même des revues d'agriculteurs spécifiquement sur l'agriculture simplifiée, le semi-direct, l'agriculture de conservation des sols. On a des agriculteurs, des influenceurs qui sont spécialisés, des associations, l'APAD, l'agriculteur pour une agriculture durable, je crois, l'APAD est un très très bon exemple. Biosphère, des entreprises aussi qui travaillent sur ce sujet. On a tout un écosystème. Donc on a toute une connaissance scientifique ou technique ou entrepreneuriale sur ces évolutions, sur ce passage. Par contre, derrière, pourquoi on ne passe pas à l'agriculture de conservation des sols? C'est plus un aspect économique. Parce que le passage à l'agriculture de conservation des sols nécessite plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que pendant les 5 à 7 premières années, le temps que le sol retrouve un équilibre et que nous-mêmes, on retrouve un équilibre avec le sol, on a des pertes de rendement. En plus, on a besoin de machineries différentes parfois. En plus, il faut le faire progressivement. Donc, on va avoir des machineries de conventionnelles ou des machineries de conservation des sols en même temps, donc plus de machines. Ensuite, c'est une agriculture qui est complexe et qui dépend du type de sol, du type de culture et de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'une solution en agriculture de conservation des sols en Bourgogne ne sera pas valable à Bordeaux, suivant le microclimat, suivant le type de sol. Et donc, il faut retrouver un équilibre et ça ne se fait pas en un an, ça se fait en plusieurs essais d'année en année. Donc, c'est une agriculture qui n'est pas un mode d'emploi préfourni, c'est une agriculture complexe et qui a une marche à l'accès économique ou en connaissance importante pour l'agriculteur. On ne peut pas se permettre de passer du jour au lendemain sans réfléchir à l'agriculture de conservation des sols parce que ça a un impact économique sur la ferme. C'est là où le politique peut intervenir, notamment cette prise de risque économique que l'agriculteur fait pour le climat et pour le passage à l'agriculture de conservation des sols. Le politique peut prendre aussi l'initiative de l'aider financièrement par cette prise de risque pour lui garantir donc qu'il atténue cette prise de risque dans les 5 ou 7 années à venir pour l'aider à faire cette transition. Et lui financer aussi ses services écosystémiques rendus à l'environnement, notamment le stockage du carbone. Donc on est capable de le faire en termes dans les chambres d'agriculture et tout ça, mais c'est quelque chose qui est plutôt sur du moyen terme et qui fait peur parce que Et c'est pas du court terme. pour que les auditeurs comprennent bien, tu peux nous donner un exemple de conservation, d'agriculture de conservation des sols avec un type de culture, je ne sais pas si c'est la patate, le pois chiche, le blé, comment ça se passerait, la pomme? C'est pas. On peut faire de l'agriculture de conservation des sols sur la plupart des cultures, hein. Sur la patate et la betterave, c'est un petit peu plus compliqué parce que pour extraire la patate et la betterave, il faut un minimum travailler le sol parce que les cultures enfin les récoltes sont dans le sol. Là, on va plus travailler sur le couvert. Je donne des exemples. Alors des exemples hyper concrets de terrain déjà d'actualité. Bon, malheureusement, je ferai des pubs pour les entreprises, mais ça ne veut pas forcément dire que d'aller acheter chez eux. C'est que je travaille beaucoup avec des entreprises en tout cas, j'ai beaucoup de connaissances sur les entreprises, sur ces actions de terrain. Donc, par exemple, McCain. McCain, qui est le plus gros fournisseur, ou même le fournisseur unique pour des chaînes de fast-food en France connues, eh bien, il s'approvisionne notamment dans le nord de la France. Sauf qu'il a réalisé que le taux de matière organique, qui était entre 3, 4, 5% pour les meilleurs sols, mais plutôt vers les 3-4% en 1950, il diminue. Là, on est entre parfois 3 et 1%. Donc, on perd de la vie parce qu'à force de labourer ces sols et de les travailler, de moins les couvrir, on perd de la matière organique. Donc, McCain a décidé dans son cahier de charge
de travailler des techniques plus simplifiées sur le sol et notamment de mettre du couvert végétal. Le couvert végétal qu'ils souhaitent mettre, donc ce sont des plantes, du pois, de la vesse, de l'orge, du colza parfois, d'autres types de plantes, de la luzerne. En gros, un couvert végétal qu'on met entre deux cultures pour protéger le sol. Ça, ils souhaitent passer, il me semble, à 100%. En tout cas, plus de la moitié, je ne sais pas si 100% est le bon chiffre, mais plus de la moitié des champs dans le nord de la France seront en couvert végétal. Sachant que McCain est le plus gros acheteur de pommes de terre presque français, il me semble, c'est une très, très, très grosse surface qui va être concernée en France. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est un exemple de passage à des techniques de protection du sol qui ne sont pas parfaites parce que c'est la pomme de terre et qu'on travaille un minimum le sol, mais qui permettent de remonter le taux de matière organique dans nos sols. Ensuite, on a d'autres types de techniques. Alors, c'est du généraliste que je vais dire, je ne vais pas faire du local, mais pour le blé, par exemple, lorsqu'on récolte, lorsqu'on récolte la culture précédente, on va laisser les détritus végétaux et pour le blé, on va venir semer directement le blé dans ces détritus des végétaux. Donc, on va le semer à l'automne. Parfois même, il y a des associations culturales avec du pois ou d'autres types de cultures, même si ça reste compliqué de différencier le blé et le pois à la récolte. Mais le blé, ils vont le semer dans un couvert végétal en automne. Ce couvert aura protégé le sol durant tout l'été et le blé va progressivement pousser, prendre le dessus sur les autres cultures parce qu'il sera plus présent sur la parcelle et donc lui-même pousser jusqu'en juillet. Mais ayant un sol plus vivant, en France, en moyenne, des études ont été faites sur le blé, c'est 5 à 10% de plus d'eau présent dans le sol en agriculture de conservation des sols. Donc ça donne au mois de mai et au mois de juin au blé 7 à 10 jours d'eau supplémentaire en cas de sécheresse. Mais dans cette période cruciale du mois de mai et de juin, qui est la période de remplissage du grain du blé, la fin du cycle, où le grain de blé va avoir besoin d'eau pour grossir, ça peut faire des augmentations de rendement allant jusqu'à, dans le meilleur cas, plus 20% de rendement. Donc c'est énorme. En moyenne, dans les études qui ont été faites en Suisse, sur 25 ans de recul et 22 ans de récolte, donc 22 ans répétés 22 fois, on a 4,7, il me semble, ou 5,1, il faut que je vérifie, plus de rendement pour le blé en sol protégé par l'agriculture de conservation des sols qu'en sol labouré et conventionnel. Donc vraiment, il y a des études qui sont faites, c'est assez concret. Par contre, de là à généraliser, à vous donner tous les exemples de France sur le maïs, le colza et tout ça, ça reste compliqué pour moi parce que vu que je ne suis pas producteur, je ne connaîtrai pas tous les petits détails de la production. Je rappelle que c'est une production qui dépend du type de sol, du type d'agriculture. Donc, c'est une production complexe et qui n'est pas uniforme sur toute la France. Je comprends bien. Et du coup, on connaît à peu près la réduction des usages des pesticides et autres intrants quand on est dans une agriculture de conservation des sols? Alors, sur l'agriculture de conservation des sols, suivant les articles que j'ai lus et dans mes souvenirs, il faudra vérifier derrière ça. Je crois qu'on est entre moins 10% et moins 50%. Suivant le niveau de maîtrise de l'agriculture de conservation des sols, sur les pesticides, mais aussi sur les fertilisants. C'est énorme en termes économiques. Déjà, en termes environnementaux, c'est énorme. Pour réduire, on trouve un espèce d'équilibre entre cette production qui est quand même assez élevée et la réduction des pesticides. Et deuxième point, en termes de coûts de production et en termes de temps libre pour l'agriculteur, c'est important. Parce que l'agriculteur ne répand pas des produits chimiques, engrais ou phytosanitaires pour son plaisir. Ça lui coûte énormément et surtout de plus en plus d'argent, notamment à cause des derniers récents problèmes du prix de l'énergie. Donc, ce qui se passe, c'est que il va essayer de diminuer ça aussi, l'agriculteur. Et l'agriculture lui permet à la fois de diminuer donc le temps passé dans son tracteur, les gaz à effet de serre du tracteur, mais aussi les gaz à effet de serre de la production de ces produits et le coût aussi de l'épandage. Donc, je crois que c'est entre 10 et moins. Mais là, c'est au détriment des producteurs de produits phytosanitaires et peut-être qu'il y a une part de lobbying pour qu'on n'aille pas vers ce type d'agriculture. Oui, il y a du lobbying à ma connaissance aussi. J'en ai déjà vu pour ces produits phytosanitaires, on va dire passéistes, anciens. Il y a du lobbying partout aussi pour éviter de passer du gaz
au gaz naturel, pour passer du gaz au nucléaire. Ça existe même de façon plus poussée qu'on ne le pense. En réalité, pour moi, ces entreprises phytosanitaires ont tout un marché devant eux, notamment de gestion des adventices ou de gestion des maladies, par soit mécanique, on a des recherches sur les machines qui lancent soit des lasers, soit du feu, aussi des points chauds pour tuer les plantes de façon ciblée, les adventices. On a des recherches très importantes sur les ravageurs des ravageurs, c'est-à-dire le plus connu, c'est puceron coccinelle, quoi, de trouver à un moment de lâcher des insectes pour détruire un certain vecteur de maladie. On a aussi des recherches importantes dans tout ce qui est hormones, phéromones, notamment pour les reproductions de certaines maladies, de certains insectes, pardon. On a des recherches importantes aussi sur la fertilisation biologique, à la place de la fertilisation chimique, des recherches importantes sur la qualité du sol par rapport à cette fertilisation. En fait, je pense qu'ils ne vont pas disparaître, hein, ces Bayer, ces Monsanto, ces grands mastodontes de la pétrochimie. Il faut absolument qu'ils commencent à écouter le terrain et le social également, ce que veut la société, et se rediriger vers ces nouveaux, entre guillemets, produits phytosanitaires plus respectueux, on va dire, et plus durables, plus respectueux du sol et de notre climat. Tu parles de recherche, justement, je voulais aborder ce point sur l'innovation technologique. On parle d'irrigation de précision, de sélection de variétés adaptées. Comment on trie les bonnes innovations des innovations qui flirteraient avec le transhumanisme ou des choses un peu plus délicates à gérer dans l'avenir? Bah, une bonne innovation est une innovation qui répond à un problème, pas qui le décale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je prends l'exemple de ce décalage-là par rapport à l'utilisation des voitures. Une innovation est un problème, par exemple, de passer du pétrole à l'électrique. Ça, c'est une innovation. Par contre, ça décale un problème, c'est que l'électrique, dans certains pays, ça émet du CO2, parce que du coup, en Pologne ou en Allemagne, c'est pas forcément que du nucléaire. Et en plus de cela, ça décale un problème sur l'environnement par rapport à la production de batteries et à la dépendance, notamment des pays africains ou d'autres types de pays. La Russie, je pense qu'elle a aussi pas mal de ressources. Donc ça décale un problème. Donc c'est une innovation de court terme, quoi. Derrière, si en plus de cela, dans notre voiture, vu que c'est électrique, au lieu de aller à pied chercher notre pain ou aller au supermarché comme on faisait pour éviter de polluer, on prend la voiture électrique parce que ça ne pollue pas, ça augmente en fait tous ces petits trajets dans les villes et ça ne va pas être forcément plus agréable d'être dans les villes. Donc, il ne faut pas que toute innovation ne doit pas décaler un problème. L'innovation, par exemple, des écrans plats. Les écrans plats, ils sont quand même beaucoup moins consommateurs d'énergie que les écrans cathodiques qui étaient énormes. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, on avait des écrans qui étaient énormes. Et donc, on s'est dit, on va mettre des écrans plats, ça prend moins de place, ça consomme moins de ressources et ça produit moins de CO2 à être produit. C'est moins polluant également. Par contre, du coup, on a multiplié les écrans plats. Alors là, je parle, j'en ai beaucoup derrière moi parce que j'ai mes serveurs qui tournent sur les différentes cultures d'avenir. On en a sur les téléphones, on en a dans les voitures, on en a même sur des produits plus ou moins jetables qu'on peut avoir, dans les cigarettes électroniques, sur les télévisions. Enfin, on a des écrans plats partout maintenant. C'est-à-dire qu'on avait une innovation qui permettait technologiquement d'utiliser moins de ressources pour avoir la même chose. Mais du coup, cette même chose, on l'a tellement démultipliée que ça a compensé. De même pour l'avion à hydrogène, l'avion à pétrole, on prendra plus l'avion quand il y aura de l'hydrogène. Du coup, ça polluera tout aussi autant ou alors plus. Ça dépend comment cette technologie on l'utilise et comment on la décale. Si par exemple l'irrigation, je reviens à l'agriculture, l'irrigation de précision est utilisée pour consommer autant d'eau, voire plus, mais mieux. C'est-à-dire que j'étudie vraiment le stade phénologique ou le moment, la journée où la plante a le besoin, le maximum d'eau. Et c'est vraiment à ce moment-là où je vais mettre 3 mm d'eau comme m'a indiqué mon modèle. Mais que si tous les jours je mets 3 mm d'eau, au bout d'un moment, oui, ça va consommer plus d'eau. Donc ça dépend de comment on utilise ces différentes solutions technologiques qui sont importantes dans l'avenir, mais qui ça dépend de la finalité. Je terminerai par un autre point sur la génétique. La génétique est hyper importante pour faire face au changement climatique. C'est une solution technique.
Mais si c'est pour, par exemple, produire des OGM ou des NTB qui sont, par exemple, plus productifs parce qu'ils consomment moins de gaz à effet de serre, parce qu'ils auront besoin de moins de pesticides ou d'engrais, de fertilisants. Mais qu'en parallèle, vu qu'on a gardé une bonne production, on ne travaille pas sur le sol, les haies, la régénération des sols, et qu'on repousse ce problème à plus loin, eh bien là, c'est que la technologie va masquer une solution, elle n'est pas là pour masquer une solution terre à terre, agricole, de terrain. Donc j'ai envie de dire, à la réponse à votre question pour faire le bilan, toute technologie est bonne à prendre à condition qu'elle ne décale pas un problème ou qu'elle en masque un autre. Voilà. Et à chaque fois qu'on a de bonnes technologies qui sont mises en place en agriculture ou non, malheureusement, c'est pas pour réduire les gaz à effet de serre, mais c'est pour décaler un problème ou avoir plus de matériel pour à gaz à effet de serre constant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Oui, oui, c'est très pas bien. pour avoir cette sobriété, comme on pourrait dire, pas de décroissance, mais enfin, si de décroissance en fait des gaz à effet de serre. Parce que pour synthétiser un peu tout ce qui vient d'être dit, si je comprends bien, il y a un match avec d'un côté l'agriculture qu'on appelle aujourd'hui 2.0, ce que certains appellent les agriculteurs, et de l'autre Ouais. côté le projet Solagro After 2050 qui prône justement une agriculture avec plus de main-d'œuvre, plus de respect des sols. Est-ce qu'il y a vraiment cette bataille ou est-ce que les deux peuvent cohabiter? Bah, les deux peuvent cohabiter, hein. On peut avoir une agriculture avec plus de main-d'œuvre. Ça dépend pas des agriculteurs, ça dépend aussi de la volonté des citoyens et puis des urbains à revenir sur la terre. Mais soit, imaginons qu'on a 2 à 3 fois plus de travailleurs ou d'agriculteurs, ça va pas nous permettre, ça va pas nous éviter d'avoir un système d'irrigation connecté à un smartphone qui permet en un clin d'œil, au lieu de prendre le tracteur pour aller ou la voiture pour aller activer le régime hydrique, bah d'allumer les vannes, quoi, bah d'avoir un truc automatique, quoi. En fait, la technologie doit être aussi prise comme un gain de temps humain et d'aider aussi l'agriculteur à avoir un métier qui soit moins pénible. La technologie, par exemple, dans les tracteurs maintenant font moins mal au dos. Ils sont peut-être un petit peu plus connectés, mais c'est plus agréable pour l'agriculteur. Il y a même la clim. Donc ça, ce sont des innovations techniques. On a les robots de traite. Les robots de traite permettent à l'agriculteur de gagner quand même du temps personnel pour sa famille et d'attirer plus de monde. Donc, c'est pas en inadéquation au fait d'avoir plus de monde en agriculture. Ça peut même parfois aider à avoir plus de monde parce que le métier devient moins pénible. On a les exosquelettes dans certains cas qui peuvent être utiles aussi pour éviter les charges de poids, les charges sur le dos. On a plein de types de technologies. Pour moi, il faut raisonner avec les deux. Et c'est vrai qu'on a cette espèce de confrontation sur les réseaux sociaux, dans les médias, entre les gens de la technique, les gens du terrain, les gens de la technologie. Et ils veulent pas se parler entre eux parce qu'ils considèrent que leur solution va résoudre un problème. En agroclimatologie, c'est pas le cas. Déjà, fondamentalement, l'agro-climatologie, c'est de la modélisation. Vous avez derrière tous les écrans là, là, je suis en train de calculer la cerise Burla et Napoléon en France. Avant de savoir où la planter, il faut faire des calculs. Ça demande des serveurs, ça demande des ressources, de la connaissance, de la modélisation, de l'énergie. Et après, on pourra le déployer sur le terrain. Il faut les deux pour faire face. Et d'ailleurs, que ce soit dans toutes les civilisations, dans toutes les ruptures, les évolutions qu'on a eues depuis un siècle ou 2 siècles, on a eu des deux. En réalité, il n'y a pas que la technologie. Il ne faut pas la jeter. Tout comme le retour à la Terre, il ne faut pas le jeter non plus. Je ne pense pas que ce soit fondamentalement à dissocier. D'accord. Et justement, on sait qu'on a à peu près 55% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite d'ici 2030. Comment on peut inciter les jeunes générations à les remplacer sur quel modèle, sur quelle motivation, sur quel... Il y a plein d'aspects. Déjà, arrêter l'agro-bashing, l'agro-bashing, parce que dans les médias, on a tendance à réduire le métier d'agriculteur à pollueur et pollueur, d'ailleurs. Il n'y a pas que ça. Hein. Ensuite, le métier d'agriculteur est amené à se diversifier, notamment dans l'énergétique, par rapport à la production solaire, les toits ou les panneaux solaires au-dessus des cultures, à condition qu'ils ne remplacent pas les cultures, je tiens à le préciser. Une diversification aussi paysagère, etc. Le métier est amené à peut-être être plus attrayant pour cette diversification. Il ne sera pas que de la production. La technologie, encore une fois, permet d'attirer un peu plus de monde. Les colliers de vaches connectés, la gestion de la traite automatisée, tout ça, ça permet de dégager du temps
qui est un des problèmes aussi pour les agriculteurs. Ils n'ont pas de temps, ils partent très peu en vacances pour certains et ils n'ont pas forcément les revenus. Après, il y a des niveaux politiques aussi, de remettre l'agriculture au centre de nos intérêts et la cuisine dans les écoles, de remettre aussi le financement de ces politiques à des aspects plus attrayants, c'est-à-dire le prix de vente, le prix d'achat de leurs matières premières, de leur donner le juste prix aussi. Enfin, il y a plein d'aspects pour redonner un petit peu le blason, les dorures, on va dire, au milieu agricole. C'est des trucs qu'on retrouve dans les politiques dans les années à venir, quoi. Très bien, tu l'as répété souvent, Serge, les politiques doivent faire leur part sur l'accompagnement du changement de modèle. Là, au moment où nous enregistrons cette vidéo, les sénateurs ont supprimé l'objectif d'atteindre la surface agricole bio en 2030. Les agences bio sont remises en cause. Comment tu regardes cette remise en cause, pour faire simple, de l'agriculture bio en France, donc conserver un modèle classique de l'agriculture de la part des politiques actuellement au pouvoir? Alors moi, je suis très très inquiet, pas que de la bio ou de la politique française, mais vraiment ce qui se passe dans le monde en général. Je trouve qu'on a une polarisation trop importante des débats bio-conventionnels. Ou, ou d'autres, êtes-vous pour ou contre le réchauffement climatique? Êtes-vous pour ou contre les bassines? Êtes-vous pour ou contre les OGM? En fait, on a une polarisation des débats, surtout avec l'arrivée de Trump. Maintenant, on a vraiment une violence dans cette polarisation des débats. Pour moi, c'est navrant qu'on arrive à ce que la complexité qu'on avait instaurée dans le milieu agricole soit décousue parce qu'on a des politiques sensationnelles à un moment T de la politique française qui n'ont pas de vision long terme et qui souhaiteraient réduire l'agence bio à être supprimée ou d'autres aspects. Pour moi, c'est une très très grave erreur. C'est dans la multiplicité, comment on dit, je sais pas comment dire, de la diversité, pardon, la diversité des types d'agriculture qu'on fera face, pour moi, aux défis environnementaux et climatiques d'avenir. Voilà. Donc, par contre, il est vrai qu'on pointe du doigt beaucoup le bio ou le conventionnel. Ça, c'est aussi une polarisation du débat, bio ou conventionnel. Et on oublie toutes les intermédiaires. L'agroforesterie, bon, il faut trouver cependant des niveaux de production plus élevés, l'agriculture de conservation des sols. On a l'impression que la solution passe beaucoup par le bio. On a fait une espèce de rure sur ce bio, alors qu'en réalité, il y a quand même plein d'autres types d'agriculture qui sont favorables au sol, à l'eau et au climat, et qu'on masque presque complètement, c'est-à-dire ce serait bien de revenir à cette non-polarisation et à introduire donc des agricultures beaucoup plus variées qu'on a. Et alors justement, pour finir cet entretien, quel rôle peuvent jouer à la fois les entreprises et les consommateurs? On voit que depuis le Covid, on parle beaucoup de circuits courts, de relocalisation de certaines cultures. Est-ce que ça, c'est la clé d'entrée d'une agriculture plus résiliente, les circuits courts? Alors, c'est pas forcément la clé d'entrée d'une agriculture plus résiliente par rapport aux termes climatiques ou environnemental, parce que c'est pas parce qu'on a un circuit court qu'on peut pas avoir une production très sale derrière, entre guillemets très sale. Il est montré d'ailleurs dans les études scientifiques que les gaz à effet de serre ou les impacts environnementaux ne sont pas dus au local ou au non local. C'est plutôt dû à la façon de produire. Je m'explique. Par exemple, si on achète des oranges ou des avocats ou du blé venant d'Espagne, s'il est extrêmement bien produit, mais après importé en France, eh ben, il peut émettre moins de gaz à effet de serre et avoir moins d'impacts environnementaux qu'un blé produit en France. En fait, 40 à 60% des gaz à effet de serre d'un produit proviennent de la façon de produire et seulement 5% du transport du lieu de production, parce que les transports sont tellement optimisés maintenant qu'il faut regarder la façon de produire. Donc, pour faire attention au climat, c'est pas forcément le local qu'il faut acheter, c'est la façon de produire. Par contre, pour faire vivre les agriculteurs du territoire et qu'ils aient suffisamment les moyens pour faire une transition vers des cultures plus résilientes ou une façon plus résiliente de cultiver, il faut des moyens financiers quand on fait toute modification dans une entreprise. Eh bien, achetons local, ça soutient l'économie locale. Donc, le local est bon pour l'économie qui servira ensuite pour la transition vers des systèmes plus résilients. Par contre, si on achète local, c'est pas forcément meilleur pour le climat. Il faut regarder la façon dont c'est produit pour faire attention au climat.
Mais dans tous les cas, nous avons besoin des agriculteurs et d'une bonne puissance agricole française pour la gestion de nos paysages, pour la gestion de notre économie agricole et pour notre indépendance vis-à-vis de l'autonomie, on va dire, alimentaire, puisque tous les pays qui sont les plus indépendants au niveau de leur alimentation, sauf exception comme le Japon ou l'Arabie Saoudite, en tout cas, tous les pays qui sont indépendants au niveau de leur alimentation sont des puissances économiques mondiales. Donc, une puissance économique mondiale se repose essentiellement, en premier lieu, pas que sur la bombe nucléaire, mais aussi sur sa faculté à se nourrir de façon indépendante. On connaît en France le taux d'autosuffisance alimentaire? Je crois qu'on était à soi. Alors, je vais peut-être dire des conneries. Là aussi, j'ai pas vérifié, j'ai pas regardé, mais dans mes souvenirs, je crois qu'on était à 70% d'autonomie. Maintenant, on descend à 50%. Et je crois qu'on est. Je me demande si c'est pas les chiffres des fruits et légumes. En tout cas, les fruits et légumes, on est beaucoup plus dépendant de l'étranger que sur le blé, où là, on est, il me semble, où D'accord. c'est bon, le blé, la pomme de terre, la betterave. Mais voilà, je ne connais pas les chiffres en détail, ça dépendra du type de culture. Mais c'est pas forcément le chiffre en lui-même que je regarde maintenant, c'est la tendance depuis ces 20-30 dernières années, où bah, depuis ces 20-30 dernières années, on dépend de plus en plus de l'étranger. On a une espèce de fuite de notre agriculture, un peu comme l'industrialisation. C'est-à-dire que D'accord. maintenant, on importe de l'étranger pour la côté industrielle. Et sur l'agriculture, j'espère qu'on n'aura pas du tout la même tendance parce que c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé, on va dire, en termes de souveraineté alimentaire. Et enfin, pour conclure, Serge, quelles seraient selon toi les 3 grandes priorités à mettre en place dès aujourd'hui? Oh, les 3 grandes priorités. Alors, clairement, la biogéographie des cultures pour commencer, c'est la plus urgente, c'est-à-dire de produire la bonne chose au bon endroit par rapport au climat du futur. En gros, de faire remonter nos abricots vers la vallée, vers Dijon, vers la vallée de la Saône, quoi, à la place de la vallée du Rhône. Dans la vallée du Rhône, on peut rajouter de la grenade, du kaki. Donc, en gros, c'est de bien planter les choses au bon endroit. Deuxième aspect le plus important, c'est un aspect encore plutôt environnemental. Donc là, c'est par rapport au sol. 50%, on va dire, de la solution agricole par rapport au changement climatique vient de nos sols. Donc, protéger nos sols, c'est résoudre une bonne partie des problèmes climatiques. Et le dernier point, c'est plus d'ordre, on va dire, pour moi, socio-économique, c'est d'arrêter cet agribashing et de se retourner vers les agriculteurs et de les remercier, on va dire, par rapport à leur production, mais surtout de se renseigner par rapport à qu'est-ce que c'est de produire, quelles sont les différences entre les types de cultures, au lieu d'aller vers la simplification et de dire qu'ils sont simplement des gens qui nous polluent. Ce n'est pas forcément le cas, du moins pour tout le monde. Il va falloir aussi qu'on redonne le blason, on va dire, à nos agriculteurs et qu'on réapprenne à nos enfants à cuisiner. Là, c'est plus des aspects socio-économiques que je mettrais en avant pour le milieu agricole. Merci beaucoup, Serge, pour cet entretien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure? Pas forcément. Alors, si jamais le discours vous a intéressé, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je partage beaucoup d'informations sur Twitter, même si je suis de moins en moins présent par rapport aux insultes que je reçois de la part des climato-sceptiques, sur Blue Sky, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. J'essaye d'être le plus factuel possible par rapport à tout ce que je dis et de le plus nuancé pour comprendre la complexité des enjeux. Merci infiniment d'avoir apporté cette complexité dans ce débat, effectivement, bien souvent un peu traité de manière manichéenne. Merci infiniment, Serge. Chers auditeurs, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.